Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps revenir sur le chapitre que l'on vient de terminer, puis dans un second temps, je vous présenterai un DM qui sera à faire pour le dernier jour avant les vacances, et enfin je vous présenterai le nouveau chapitre que nous allons entamer. Et donc sans plus attendre, je vais immédiatement passer au résumé du chapitre qui, je rappelle, s'appelait donc chapitre 2, Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Donc la question qu'on s'était posée au cours de ce chapitre était la suivante: en quoi la période de la Renaissance est-elle une période marquée par une évolution des pensées, de l'art et de la religion? Et pour répondre à ça, le premier point qu'on avait travaillé, c'était la question de l'effervescence intellectuelle, en particulier la question de la naissance de l'humanisme. Ce qu'on avait pu voir ici, c'est que l'humanisme, dont on avait donné une définition, trouvait ses origines dans la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Cette prise de Constantinople par les Turcs va forcer les savants et intellectuels byzantins à quitter justement Constantinople pour aller se réfugier en Europe. Or, ces savants byzantins sont un petit peu les héritiers des savants grecs, et en ça, ils vont donc amener avec eux tout un tas de connaissances que nous n'avions pas forcément à l'époque. Et parmi ce qu'ils vont ramener, on va surtout avoir des auteurs antiques qu'on avait plus ou moins oubliés, comme Ptolémée, dont j'ai déjà parlé au cours du chapitre précédent. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce mouvement intellectuel? Et bien, comme je disais, l'homme va être au centre des préoccupations, donc contrairement au Moyen-Âge où, pour le coup, c'était Dieu qui l'était. Au-delà de ça, on va avoir un petit peu une majorité de scientifiques qui vont commencer un petit peu à remettre en cause les paroles de l'Église et de la Bible, ce qui est une grande avancée pour l'époque. Enfin, on va avoir une volonté d'étendre un petit peu la culture littéraire et scientifique à la plupart de la population, car auparavant, justement, c'était des choses qui étaient réservées aux élites intellectuelles. Là, on va essayer de faire en sorte de répandre un petit peu la culture dans la population, même si c'est pas forcément aussi simple que ça. Enfin, ce qu'on avait pu voir ici, c'est qu'il y avait quelques savants et intellectuels qui allaient un petit peu sortir du lot. Parmi eux, on pouvait citer Montaigne ou Rabelais, qui ont la caractéristique d'écrire en français, alors qu'auparavant on écrivait plutôt en latin. Donc ça montre qu'on a une volonté d'écrire en langue vernaculaire, donc en langue familière parlée par les gens, contrairement au latin qui est parlé par les élites, et donc d'essayer un petit peu de faire en sorte que ces langues-là aient plus de valeur et surtout que plus de monde puisse les lire. On va également avoir des scientifiques très intéressants qui vont un petit peu marquer leur temps, comme Copernic, dont j'ai parlé auparavant, et qui va mettre en place la théorie de l'héliocentrisme, donc qui va s'opposer à la théorie géocentrique de la Bible. Et parmi ces intellectuels de l'époque, il y en a un qui nous a particulièrement intéressés, et il s'agissait d'Erasme. Alors Erasme, pourquoi il nous avait particulièrement intéressés? Parce qu'en fait, il s'inscrivait parfaitement dans cette période qui est marquée par une république des lettres. Donc encore une fois, j'avais pu donner une définition de ce terme-là. Donc pourquoi est-ce qu'il s'inscrivait parfaitement dans cette République des lettres? Parce que Erasme, c'est donc un homme d'église et un humaniste, mais qui va énormément voyager en Europe. Il va par exemple séjourner en Angleterre, en France, en Italie, dans les Pays-Bas, Bourguignon, donc là d'où il vient. Bref, on va voir qu'il va se déplacer un petit peu partout en Europe pour rencontrer d'autres intellectuels et savants de son époque. Cette première partie nous avait également permis de voir que finalement l'humanisme, contrairement à sa volonté qui était un petit peu d'étendre la culture au plus grand nombre, finalement touchait uniquement les classes sociales déjà les plus aisées et les personnes qui étaient déjà les plus exposées finalement à la culture et à l'érudition. Donc ça, c'est un petit peu malheureux, contrairement donc à ce que voulaient les humanistes. Enfin, on avait pu voir que l'humanisme coïncidait avec le développement de l'imprimerie. En effet, l'imprimerie va permettre aux humanistes de pouvoir plus facilement écrire et communiquer entre eux, notamment en s'échangeant leurs travaux, qui étaient auparavant un petit peu plus compliqués à envoyer, parce qu'il fallait des moines scripteurs qui pouvaient prendre beaucoup de temps pour réécrire un livre, et en plus ça coûtait très très cher. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on avait pu voir dans ce petit B intitulé Erasme et la République des lettres. Une fois ceci fait, j'avais pu passer à une autre partie du cours qui cette fois-ci portait sur un temps de mutation artistique et surtout une époque où on va avoir un renouveau de l'art. Donc pour ça, je vous avais proposé une carte mentale à remplir. Je ne vais pas tout détailler, mais je vais juste un petit peu en extraire les grandes idées. Donc ce qu'on avait pu voir dans cette carte mentale, c'est que finalement, la Renaissance avait une origine européenne, plus précisément en Italie, mais elle avait pu se développer en Europe, notamment en suivant les grandes routes commerciales. Ensuite, on avait pu voir que de nouvelles techniques s'étaient développées, par exemple la perspective. Donc ça, je vous invite à reprendre la toute première vidéo que j'ai faite sur ce cours-là, où je détaillais un petit peu le tableau d'introduction. Et on va également avoir des artistes qui vont être très soucieux des détails. Par exemple, Léonard de Vinci qui va pratiquer des autopsies pour être au plus proche de la réalité en ce qui concerne les descriptions des corps.
Enfin, cette renaissance dans l'art était marquée par un renouveau pour les artistes qui était désormais très demandé en Europe, car avoir un très grand artiste qui travaille pour soi, quand on est une grande puissance de l'époque, ben, ça va permettre justement de montrer son influence. Donc on va avoir cette idée-là, et ça va passer surtout par le mécénat, qui est donc le fait de soutenir financièrement des artistes, techniquement sans attendre de contrepartie, mais on avait pu le voir, c'était pas tout à fait le cas. Et le dernier point, c'est qu'on avait de nouveaux thèmes qui allaient apparaître, notamment une grande inspiration antique et surtout une dominance de la représentation de l'homme, et cette fois-ci un homme qui va être représenté de manière positive, et ça c'est également une grande évolution à cette époque-là. Pour travailler plus en détail la question du renouveau dans l'art, on avait pu travailler sur une œuvre bien précise, à savoir la voûte de la chapelle Sixtine qui a été peinte par Michel-Ange. En effet, cette œuvre, elle va être un petit peu représentative de son époque, mais ça va également être ce qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre pour un tas de raisons qu'on a pu évoquer et sur lesquelles je vais rapidement revenir ici. Donc Michel-Ange, c'est un artiste florentin, de son vrai nom Michelangelo Buonarroti, et il va être chargé par Jules II de peindre la voûte de cette fraîchement créée chapelle Sixtine. Et ça va représenter vraiment un travail titanesque parce qu'il va y passer des années à peindre tout seul dans des positions très inconfortables. En effet, la voûte elle se situe à 20 mètres de haut, il va devoir fabriquer lui-même un échafaudage pour travailler dans cette position-là. Sauf que ça va lui causer énormément de problèmes de santé parce qu'il a toujours la tête levée et il travaille toujours donc dans des conditions extrêmement dures. Au-delà de ça, on peut voir que Michel-Ange va faire appel à donc, tout un tas de techniques nouvelles, notamment la perspective qui va être très mise en avant dans cette voûte. Et ça, on peut le voir par exemple dans la création d'un dent, donc qui va être presque l'œuvre la plus connue dans la voûte de cette chapelle Sixtine. Une fois cette question du renouveau de l'art terminée, j'avais pu entamer la toute dernière partie intitulée Un temps de réforme religieuse. On avait pu voir donc que la Renaissance était au final un temps de réforme d'un point de vue religieux, notamment qui va être marqué par l'apparition du protestantisme. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît ce protestantisme? Tout d'abord parce qu'on va avoir un contexte qui va être favorable un petit peu à un sentiment de révolte contre l'Église catholique. En effet, le pape Léon X va à cette époque-là remettre en place la vente d'indulgences. Les indulgences, je rappelle, c'était un petit peu en quelque sorte des laissez-passer pour accéder plus rapidement au paradis, passer moins de temps au purgatoire. Le problème, c'est qu'il monnayait ça, c'est-à-dire que pour passer moins de temps au purgatoire, il fallait acheter ces indulgences. Et ça va un petit peu révolter un certain nombre de catholiques. Parmi ces personnes que ça va révolter, il y en a deux qui vont être très importantes, à savoir Luther, donc qui va publier ses 95 thèses en 1517, et dans lesquelles il va dénoncer justement cette vente d'indulgences, et il va un peu mettre en avant la prévalence de la Bible selon lui. Selon lui, ce qui est le plus important dans la religion, c'est la Bible, et pas les interprétations qui peuvent en être faites par le clergé, par les instances ecclésiastiques de l'Église catholique. De plus, lui, il va remettre en question un petit peu la croyance en les saints, les reliques ou Marie, parce que la seule chose qui lui importe, c'est le fait de croire en Dieu et en Jésus, car seul Jésus est capable de sauver les hommes au final. L'autre personnage important, ça va être Jean Calvin. Donc Jean Calvin, il va globalement être d'accord avec Luther, mais son opinion va diverger sur certains points, notamment le fait que pour lui, peu importe les actions des hommes sur Terre, dans tous les cas, on est prédestiné ou non à aller au paradis ou en enfer. Donc ça va être le premier point, et il va également rejeter la notion de purgatoire. Pour lui, le purgatoire n'est pas quelque chose qui existe, et on arrive directement soit au paradis, soit en enfer. Enfin, une troisième branche du protestantisme va apparaître avec Henri VIII en Angleterre. Donc Henri VIII, pour rapidement resituer, c'est un roi qui va vouloir divorcer de sa femme Catherine d'Aragon. Or, le divorce est interdit dans l'Église catholique. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va un petit peu couper les ponts avec Rome et l'Église catholique pour démarrer cette nouvelle religion et être capable de divorcer de sa femme. Au final, ce courant anglican va plus ou moins se rapprocher des thèses de Luther. Vous vous en doutez, le fait que certains se détournent de l'Église catholique, ça ne va pas plaire justement à cette Église, et donc on va avoir un grand mouvement de répression qui va se mettre en place pour essayer de freiner ces protestantismes, ces courants protestants. Ces répressions, elles vont passer par deux moyens, notamment l'Inquisition, qui est un tribunal créé pour juger l'hérésie, donc le fait de ne pas correspondre au final à l'Église catholique, et on va également avoir des massacres qui vont être entretenus et surtout encouragés
par les grands dirigeants, notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Cependant, ce ne sera pas la seule réponse de l'Église catholique à l'apparition de ces courants, parce qu'on va également avoir donc le Concile de Trente qui va réaffirmer ses valeurs catholiques, mais également un développement de l'art baroque qui va s'opposer un petit peu à ce que peuvent faire les protestants. Donc les protestants, notamment leurs églises, vont être très austères et assez peu décorées. Là, l'art baroque, ça va être tout l'inverse. On va vraiment essayer de surcharger de dorures, de décorations et d'objets précieux les églises catholiques pour un petit peu mettre en avant cette différence-là. Et ça, tout ça, ça va avoir comme conséquence que l'Europe va au final se retrouver divisée entre pays protestants et pays catholiques, ce qui va pouvoir mener à des guerres par la suite, on aura l'occasion de voir ça. Et c'est donc sur ce grand 3 que s'achève ce chapitre 2 d'histoire du thème 2. Maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être la réalisation d'un DM qui sera à me rendre pour le dernier jour avant les vacances, donc pour vendredi prochain. Donc ce DM, à quoi il ressemble? Il ressemble à ceci. Et en fait, il va s'agir d'une réponse à la question problématisée. La réponse à la question problématisée, c'est un exercice que vous avez très certainement déjà pu rencontrer, mais je vais un petit peu redétailler la méthodologie pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci vis-à-vis de ce devoir-là. Une réponse à la question problématisée va donc se présenter sous la forme suivante. Tout d'abord, une introduction qui va comprendre une définition des termes du sujet. Généralement, ça va être les termes qui ont été définis en classe. Et dans un second temps, une présentation du cadre spatio-temporel. Donc ça a l'air barbare un petit peu comme formulation, mais au final, c'est quelque chose d'assez simple. Le cadre spatio-temporel, c'est l'époque à laquelle ça va se passer et où. C'est juste ça que vous devez m'indiquer. Après ça, vous devez m'annoncer la problématique qui est au final cette fameuse question problématisée qui vous est présentée et vous finissez par l'annonce du plan. Donc ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, le développement, quant à lui, va comprendre entre 2 et 3 grandes parties, suivant un petit peu ce que vous avez à dire, qui doivent être plus ou moins équilibrées en termes de longueur. C'est-à-dire que c'est des parties qui doivent faire plus ou moins la même taille. Je ne vous parle pas à la ligne près, évidemment, mais si vous avez une première partie qui fait 2 lignes et une deuxième partie qui fait 24 lignes, ça va poser problème. Donc ça va être vraiment les éléments à surveiller. L'autre point à bien surveiller dans ce développement, c'est de respecter la règle une idée égale un exemple. Donc à chaque fois que vous allez avancer une idée ou un argument, vous devez l'illustrer par un exemple vu en cours. Ça s'appliquera absolument à tous les cas. Donc des exemples, on en a vu suffisamment pour que vous ayez de quoi faire dans cette réponse à la question problématisée. Enfin, la dernière chose que vous allez devoir faire, c'est une conclusion. Donc la conclusion, pour faire très simple, elle va reprendre en fait les principales idées, les grandes idées de votre développement et elle va répondre à la problématique au passé. Et j'insiste sur ce point, quand vous reprenez la problématique, c'est au passé. L'autre point qui va être très important à respecter, ça va être la présentation du devoir. Donc qu'est-ce que j'entends par la présentation du devoir? C'est tout d'abord de commencer chaque partie par un alinéa. L'alinéa, pour rappeler rapidement ce que c'est le fait de sauter un ou deux carreaux avant de commencer à écrire. Ça permet au correcteur de plus facilement savoir où commencent les parties. Également, en parlant de ces parties, justement, bien penser à sauter des lignes entre. Donc, quand je dis entre les parties, c'est entre l'introduction, la première partie, mais également entre la première partie, deuxième partie, et entre justement ces parties-là et la conclusion. Donc ça, pensez-y, ça permet une lecture plus fluide de votre devoir, et votre note n'en sera que meilleure. Enfin, le dernier point, c'est de surtout pas utiliser je ou moi ou la première personne du singulier en général. Ça va être commun à toutes les autres matières. Ici, vraiment, vous devez éviter au maximum d'utiliser cette personne. Et donc ici, la question à laquelle vous allez devoir répondre, ça va être très simple, c'est en fait la problématique de notre cours. Donc je l'ai réécrite ici. C'est en quoi le XVIe siècle est-il une période marquée par une évolution des pensées, de l'art et de la religion? Pour répondre à cette question, vous traiterez les questions de l'humanisme, de la Renaissance et des réformes religieuses. Donc à partir de ça, vous devez donc me produire une réponse à la question problématisée. Cet exercice va être noté et va être noté suivant la grille d'évaluation qui est présente juste en dessous. Donc dans un premier temps, on va avoir un respect de la méthodologie avec l'introduction, le développement, la conclusion, mais également donc les rappels que j'ai fait juste en dessous. Ensuite, sur 2 points, je vais noter la pertinence du plan, qui, si vous cherchez bien, devrait être plutôt facile à trouver. Et enfin, dans un dernier temps, sur 12, et donc ce qui sera le plus important, je vais noter la pertinence des informations sélectionnées et la clarté du travail. Qu'est-ce que j'entends par clarté du travail? Ça va être la clarté de votre propos, la façon dont vous articulez les grandes idées, les exemples, etc. Donc ça, va vraiment falloir faire attention à ce que ce soit un devoir clair, justement.
Une fois la présentation du devoir faite, je vais vous proposer dès maintenant de passer donc au nouveau chapitre que l'on va entamer dès aujourd'hui, qui va être donc cette fois-ci un chapitre 2MC. Donc ce chapitre 2MC, il va s'inscrire dans l'axe 1 qui s'appelle Garantir et protéger les libertés. Donc ce que vous avez déjà pu voir ici avec Madame Villaume, c'était un petit peu quels sont les grands textes qui vont garantir ces libertés. Donc vous avez pu travailler, il me semble, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais vous aviez également pu travailler sur la question de certaines libertés en particulier, en travaillant avec la question donc, de Samuel Paty et de l'importance de préserver certaines libertés, notamment la laïcité ou la liberté d'expression. Justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la question des grandes institutions qui sont censées protéger ces libertés à différentes échelles, notamment à l'échelle française, européenne et internationale. Donc on va commencer par l'échelle française avec le Conseil constitutionnel qui va être chargé de veiller à ce que les lois soient conformes à la Constitution et donc ne soient pas en désaccord avec les libertés qui sont justement accordées à la population dans la Constitution. Ensuite, à l'échelle européenne, on va avoir une grande institution qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme qui va ici surveiller les actions des différents États européens pour s'assurer que justement ça n'empiète pas sur les libertés des habitants. Enfin, à l'échelle internationale, on a deux très grandes institutions qui vont veiller et qui vont punir justement les pays qui vont empiéter sur les libertés des citoyens. La première, ça va être la Cour pénale internationale de La Haye, justement, qui va traiter des atteintes aux droits de l'homme. La deuxième, c'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui va être chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme à l'échelle internationale. Et ce que je vais vous demander ici, ça va être pour chacune des institutions que je viens de présenter, que vous pouvez également trouver sur Pronote, vous allez devoir m'indiquer sa date de fondation, sa localisation, les membres qui la composent, son fonctionnement et un exemple récent d'action. Et justement, pour trouver tout ça, ce que vous allez devoir faire, c'est essayer de faire des recherches sur Internet. Or, si vous faites des recherches sur Internet, ce que je vous demande, c'est de m'indiquer les sources utilisées. Et donc pour ça, je vous ai donné ici un petit guide donc, sur comment vérifier ces sources sur Internet. Donc ce document-là, vous pouvez le trouver en pièce jointe sur Pronote et il va un petit peu vous aider à trouver les bons sites et surtout comment vérifier si les sources sont fiables. Donc le premier point, ça va être de toujours visiter la partie à propos du site sur lequel on se trouve pour savoir qui est l'auteur et si c'est un site qui est objectif ou non. Ça va être quelque chose de très important. En cas de doute, vous pouvez toujours rentrer l'URL du site sur le Decodex, donc qui est un outil proposé par le journal Le Monde, qui permet un petit peu d'analyser la fiabilité de différents sites internet. Maintenant, je vous ai également donné quelques exemples de sites fiables, notamment les sites gouvernementaux, donc .gouv pour la France, ou appartenant à de grandes organisations gouvernementales ou non, par exemple l'ONU, Amnesty International, etc. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous servir des sites internet des grandes organisations que j'ai présentées. Ça, pour le coup, on ne va pas pouvoir faire plus fiable comme source. En général également, les sites des grands médias et éditeurs vont être fiables, donc des sites comme Le Monde, Le Figaro, Les Échos sont des journaux fiables, tout comme de grands éditeurs comme Larousse ou Le Petit Robert qui vont très généralement proposer des informations de bonne qualité. Enfin, le dernier point, ça va être Wikipédia, qui n'est pas une mauvaise source en soi. Pour le coup, je ne suis pas opposé à Wikipédia, par contre, tous les articles ne se valent pas sur ce site. Certains articles vont être mieux sourcés que d'autres, et c'est justement ça qui m'intéresse. Généralement sur Wikipédia, quand une information est avancée, vous allez pouvoir trouver un petit chiffre en bleu à côté. Si vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers la source de cette information, et c'est surtout ces sources-là qui, moi, vont m'intéresser. Une fois ces présentations faites, je vais pouvoir vous souhaiter bon courage, un bon travail pour ces activités et pour ce DM, et je vous dis à bientôt.